Donc bonjour à tous, merci beaucoup de nous avoir rejoints. Je m'appelle Maxime Fouillet de l'Office international de l'eau. Je vais assurer l'animation de cette webconférence. En préambule, pour information, on va réserver l'usage du micro et de la webcam aux intervenants qui vont intervenir ce matin. Donc je vais vous demander de ne pas activer les vôtres. Et puis, pour permettre d'interagir avec les intervenants, vous allez pouvoir utiliser le chat, donc la conversation que certains ont déjà trouvée. Pour y accéder, il suffit d'aller en bas dans les contrôles. À droite, il y a le plus avec 3 petits points et puis on peut accéder à la conversation en orange dedans. Donc n'hésitez pas à poser vos questions à l'écrit. Moi, je vais les reprendre au fur et à mesure pour les noter à côté. Et puis à la fin, durant le temps de questions-réponses de 30 minutes, je reprendrai les questions pour les adresser aux intervenants. Alors à mon avis, on n'aura pas le temps de toutes les traiter, donc je m'excuse par avance. Mais je ferai en sorte de panacher sur les différents intervenants et puis en essayant d'être assez varié. Et puis donc, je vais ensuite passer la parole à madame Frédérique Tufnel, qui nous a fait le plaisir d'accepter notre proposition d'ouverture pour cette webconférence. Et à la suite, on aura 4 interventions, 2 témoignages venant de communes qui ont décidé et réussi à faire des zones humides, non pas une contrainte, mais un atout de leur commune. On aura d'abord monsieur Patrick Barbier qui nous montrera comment on peut avoir une commune intégralement en zone humide, mais dans le même temps très attractive. Après, on verra avec monsieur François Hardy comment ils ont pu mobiliser les zones humides dans la prévention des inondations sur la rivière de l'Yvette. On aura un troisième exemple avec monsieur Fernand Burkhalter qui nous parlera du parc urbain qu'ils ont aménagé tout en prenant soin de préserver les zones humides et puis d'intégrer les débordements de la rivière au fonctionnement du parc. Et puis on terminera avec un exemple un petit peu plus large, puisque là il s'agira de voir qu'à la fois dans la protection des ressources en eau, on peut avoir des zones humides qui contribuent à préserver la ressource en eau, et à l'inverse, la préservation de la ressource en eau contribue à préserver les zones humides. Et donc, à la suite de ça, on aura un temps d'échange de 30 minutes. Donc, avant de passer la parole à madame Tufnel, je vais juste faire une petite introduction thématique, puisqu'aujourd'hui, on va parler de zones humides. Donc, même si beaucoup d'entre vous sont sûrement familiers de cette expression, par zone humide, on désigne des portions du territoire, naturelles ou artificielles, caractérisées par la présence d'eau, avec des nuances sémantiques dans lesquelles on ne va pas rentrer aujourd'hui, mais bon, il faut avoir conscience qu'elles existent, puisqu'on a les zones humides au titre de la loi sur l'eau, qui sont un milieu avec une valeur réglementaire, avec une définition qui s'appuie sur le sol du milieu et puis sur la végétation. On a les marais, et puis on a aussi l'expression milieu humide, qui est plus englobante, puisqu'elle englobe un petit peu tous les types de milieux, à la fois les zones humides réglementaires, les marais, et puis d'autres types de milieux liés à l'eau. Et puis je conclurai juste en rappelant que c'est des milieux très variés. Il y a vraiment beaucoup de formes différentes, depuis les prairies humides jusqu'aux mangroves littorales en outre-mer, en passant par les tourbières, et puis aussi des zones humides artificielles. Voilà, donc je vais arrêter mon partage d'écran. Et puis je vais demander à madame Tufnel d'activer sa vidéo et son micro. Merci beaucoup, monsieur. Je suis ravie d'introduire cette conférence sur les zones humides pour une bonne raison, c'est qu'en tant que parlementaire, je suis députée de Charente-Maritime et j'ai eu l'honneur de travailler avec Jérôme Bignon, sénateur de la Somme, sur un rapport parlementaire qui nous a été demandé par le Premier ministre Édouard Philippe il y a 2 ans sur la protection des zones humides face à l'impact du changement climatique. Et travailler sur ce sujet des thèmes des zones humides a été pour moi un révélateur de la conscience que nous devons avoir sur la protection de l'eau. L'eau est au cœur, je pense, aujourd'hui et pour demain et pour longtemps encore, de nos sujets de préoccupation pour l'avenir de notre territoire. Et les zones humides, elles ont énormément de vertus qui vont contribuer à aider à conserver cette eau d'une qualité en quantité suffisante. Et pourtant, ces zones humides ont été affligées de 1000 malédictions. Rappelez-vous, sans faire l'histoire de la civilisation humaine, on appelait ça aussi les mares au diable, des marécages, des endroits où l'homme s'est détourné pratiquement de ces zones humides qui la nourrissent, hein,
eh bien, on les a artificialisées, on les a détruites. Au profit de quoi? D'une urbanisation croissante, et puis aussi de marais artificialisés qu'on a construits, qu'on a installés sur nos territoires, nos paysages, et qui aujourd'hui, maintenant, il faut le dire, nous rendent quand même un sacré service. Pour autant, on voit qu'on continue à les détruire et il nous faut les protéger. Les protéger, pourquoi? Parce qu'elles ont des vertus essentielles. Il y en a plusieurs, c'est-à-dire que ce sont des zones, ce qu'on appelle des zones tampons, ce sont des éponges aussi extraordinaires, c'est-à-dire qu'elles se gorgent de l'eau l'hiver pour la restituer l'été. Ce sont des zones tampons en cas d'inondation ou de submersion marine. On l'a vu quand nous sommes déplacés avec Jérôme Bignon en Camargue, là où il y a les salins du Midi, où il y avait une digue, eh bien la mer reprend ses droits, profite de brèche pour se réinstaller, et ça protège en fait la ville qui est environnante. Ce sont des lieux aussi qui permettent la filtration et une qualité d'épuration de l'eau qui était essentielle. Mais tout ça, et ça apporte aussi des aménités paysagères qui sont excellentes et pour le bien-être et pour, j'allais dire, une bonne organisation territoriale où l'aménagement du territoire ne peut plus se construire sans avoir ce qu'on appelle les solutions fondées sur la nature, qui sont un sujet, je trouve, absolument très intéressant sur lequel nous devons tous, élus, nous pencher. Il faut vraiment travailler sur ce sujet-là, bien les identifier, les cartographier, c'est le point principal. Et ça, on a encore beaucoup de mal dans les PLU, dans les SCOT. Il faut vraiment les identifier, comme les tourbières, qui sont des lieux de stockage de carbone exceptionnels, bien meilleurs ou autant que les forêts. Et je pense que vous allez pouvoir le décrire dans la journée, dans la matinée, on va pouvoir en parler. Et cette résilience de territoire nous est pratiquement indispensable aux côtés d'autres solutions que nous avons pour capter l'eau. Demain, le conflit d'usage de l'eau est prégnant, on le voit sur certains territoires. On a besoin de se protéger par rapport aux inondations parce que nous avons des phénomènes exceptionnels qui arrivent en ce moment en France, des phénomènes très très graves qui on l'a bien vu là dernièrement dans le sud de la France. Et puis, ces zones humides qui ont disparu. On a canalisé l'eau, on a profité, on a creusé le lit des rivières, on a fait en sorte que on a pu urbaniser sur les côtés en détruisant les chevelus, les têtes de bassin, et de sorte qu'il n'y a plus de zone tampon pour amortir justement ces pluies torrentielles qui arrivent. Et donc, le rôle de ces zones humides sont essentiels dans la qualité de vie et dans notre environnement. Voilà, je ne vais pas être plus long, simplement pour vous dire que aujourd'hui, c'est un sujet qu'il ne faut pas ignorer. En tant qu'élu, si vous réfléchissez, vous penchez sur ces sujets, moi j'en suis ravie parce que nous avons vraiment, vraiment beaucoup à faire avec ces zones humides et elles nous apportent énormément de plus-value et de résilience du territoire. Elles sont une réponse évidente. En tout cas, voilà ce que je peux vous dire en introduction. Et donc, j'attends avec impatience la suite des débats. Je vous remercie. Merci beaucoup. Eh bien, Patrick, c'est à vous, le micro. Voilà. À vous. Bonjour à toutes et à tous. Je m'appelle donc Patrick Barbier, je suis le maire d'un village en plaine du Rhin, en Alsace, à 50 km au sud de Strasbourg, à côté d'une petite ville qui s'appelle Sélestat. Muttersol, ça a 2200 habitants, un bourg de hameaux, 80 entreprises qui regroupent à peu près 500 emplois, un banc communal de 1200 hectares, dont 300 en propriété communale. Voilà, on est capitale française de la biodiversité 2017 et mon propos va probablement vous faire comprendre pourquoi. Alors, le webinaire s'appelle Zone humide dans une commune. Nous, on est en fait une commune complètement dans une zone humide. Vous voyez une photo aérienne là, avec la rivière, l'île que vous voyez au premier plan qui déborde très régulièrement en période hivernale. Là, vous voyez ce que ça donne vu de l'autre côté. Le bourg-centre est protégé par une digue, mais s'il n'y avait pas de digue, on serait entièrement sous l'eau. Muttersol, étymologiquement, ça ne veut pas dire le bois de la mer. En fait, ça veut dire marécage, bois pourri.
et ça montre bien la nature très humide. Hein. On est sur la plus grosse nappe phréatique d'Europe, la nappe phréatique rhénane, qui affleure très souvent un peu partout dans la plaine. Voilà une image. Ça, c'est une toute petite inondation. Hein. Ça, c'est ce qu'on a très, très régulièrement du mois d'octobre au mois d'avril, des fréquences assez régulières. Vous voyez que les maisons sont pour la plupart dans la zone humide. Certains diraient que c'est une double peine. Vous voyez là notre banc communal avec un tramage bleu, c'est le classement Natura 2000. Bien, les zones humides étant devenues rares, elles sont précieuses et elles attirent une biodiversité elle-même devenue rare. Donc, on a plus de la moitié de notre banc communal qui est classé dans les deux directives, directive oiseaux et directive habitat. On a une digue des Hauts-de-Zaux là, que je marque avec une flèche qui protège partiellement le bourg-centre. Et sur la partie un peu, alors là vous avez une image aussi du paysage très régulier. De l'autre côté, on a une aire d'alimentation du captage d'eau qui est marquée en rouge, qui fait que même dans la partie non inondable, l'eau est bien sûr une donnée très, très importante. Voilà encore une image aérienne qui vous montre bien le côté alluvial du village. D'autres images en période non inondée. On n'est pas inondé en permanence quand même. Voilà, cet été, par exemple, ça a été très sec. Alors, Muttersholz, la valorisation de cette situation a commencé il y a déjà presque 50 ans par l'implantation de la première maison de la nature, centre permanent d'initiative pour l'environnement, qui s'est implanté dans le village pour essayer de changer la donne forte déjà dans les années 70, qui était dans le sens de l'artificialisation des zones humides, ce que Madame le député vient de décrire, c'était le cas chez nous, des projets d'aménagement de la rivière, de canalisation de la rivière, d'agriculture intensive un peu sur tout le banc communal. Et donc, la Maison de la Nature s'est implantée pour essayer de contrecarrer ça par l'éducation à l'environnement, essayer de sensibiliser les Muttersholzois qui n'étaient pas particulièrement sensibles. Pour eux, le marécage, c'était un trou à moustiques qui était tout juste bon à être remblayé et artificialisé. Donc, vous voyez là sur les images, je ne vais pas rentrer dans le détail, la Maison de la Nature, depuis 50 ans, fait un gros travail en direction des enfants, mais pas que, aussi en direction des adultes. Et ce n'est pas que de la sensibilisation, c'est beaucoup d'initiatives pour essayer de valoriser notre situation particulière. Alors, par exemple, une des choses qui a été très développée dans les dernières décennies, c'est l'écotourisme. Vous voyez notamment en barque à fond plat ou en canoë ou en kayak. C'est plusieurs emplois sur le secteur en période estivale, bien entendu, un peu plus qu'ailleurs. Je n'ai pas mis de diapo, mais là, on a créé il y a 4 ans un sentier sensoriel. C'est un sentier où on invite les visiteurs à marcher pieds nus. C'est très fréquent en Allemagne. On a été un des premiers ici en France. Il y a 2 ans, on a attiré 35 000 visiteurs. On est devenu une petite station touristique, alors qu'a priori, en Alsace, c'est plutôt la route du vin, pas très éloignée de chez nous, qui attire le touriste. Et nous, on arrive à faire venir. Vous avez en bas à droite, ça fait partie des choses qui peuvent paraître un peu folkloriques et anodines, mais chez nous, le Père Noël, il vient en barque. Depuis une vingtaine d'années, il vient chaque année en barque. Ça attire énormément de monde et c'est une façon aussi de bien inscrire notre écosystème. Voilà, d'autres images de valorisation écotouristique, le vélo, bien sûr. On a une zone humide, en général, c'est plat, et donc le vélo, c'est une belle façon de se déplacer de manière utilitaire et touristique. Les promenades à cheval, l'observation, le bird watching, qui est très fréquent parce que on a pratiquement toute saison, on attire beaucoup d'oiseaux dans la zone inondable. Et alors, une petite cerise sur le gâteau,
gâteau en bas à gauche, c'est le patin à glace, la zone inondable. De temps en temps, on a la conjonction de l'inondation et du gel. Ça devient rare avec le réchauffement climatique, mais c'est aussi un des moments de bonheur. On peut, sur des étendues de plusieurs centaines de hectares, faire du patin à glace sans aucun danger. La Maison de la Nature travaille beaucoup aussi à l'interprétation du milieu, avec des panneaux qui sont installés un peu partout dans le banc communal, pour inviter à comprendre, à se balader bien sûr, et à comprendre l'écosystème. Valorisation agricole aussi. Alors, on a un bel exemple, c'est on a une ceinture de vergers autour de notre village qu'on a réussi à sauver du remembrement. Hein. Bien sûr, chez nous, le remembrement a eu lieu. Pour sauver les vergers, on a lancé un atelier de jus de pomme. C'est simple, hein, le principe, c'est on vient avec ses pommes, on ressort avec son jus de pomme. C'est un travail assez rapide, très efficace. On a un atelier aujourd'hui ultra moderne. C'est uniquement des bénévoles qui font le travail. Et la bonne nouvelle, c'est que la chouette chevêche, qui est un oiseau inféodé aux vieux arbres fruitiers, est revenu depuis quelques années. Et on peut clairement dire qu'entre le jus de pomme et la chouette chevêche, il y a un lien direct de causalité. Sans le jus de pomme, la chouette chevêche ne serait pas revenue. Autre valorisation agricole, c'est un fromage. On a créé avec deux agriculteurs un fromage qui s'appelle la Tome des Prés du Ride, avec un label qui oblige à nourrir les vaches avec une ration alimentaire essentiellement composée de prairies. Et c'est une façon de permettre aux agriculteurs de mieux valoriser leur travail. La conséquence, c'est aussi le maintien de zones prairiales, de zones en fauche tardive, avec des oiseaux comme le courlis cendré. Autre valorisation, c'est la création d'un pôle de génie écologique, une association qui s'appelle la section d'aménagement végétal d'Alsace, qui a donné ensuite naissance à une SARL qui s'appelle Nature et Technique, et un bureau d'études qui s'appelle Symbio. C'est plus d'une centaine d'emplois à l'heure actuelle, qui font donc ce qu'on regroupe sous le mot de génie écologique. La photo que vous voyez en haut à gauche, c'est une photo que j'ai prise il y a 2 jours. On est en train de réaliser une zone encore plus humide. Vous allez dire, on en a déjà beaucoup, mais elles sont pas toujours en bon état de conservation. Là, en l'occurrence, c'était un champ de maïs qu'on transforme en grande zone humide, avec de l'eau permanente pour attirer les oiseaux. Et c'est bien sûr l'entreprise locale qui réalise les travaux. La photo du centre, c'est un jardin d'insertion. C'est une quatrième structure là, qui vient de se rajouter aux 3 autres, qui fait du maraîchage avec vente par des paniers. Dernière valorisation, ça c'est la réalisation, vient de se concrétiser en début 2020, c'est l'hydroélectricité. On a installé 3 turbines que vous voyez sur les images, sur des dérivations de la rivière principale, et donc on atteint on se dit territoire à énergie positive. Alors c'est pas encore à l'échelle des 2200 habitants, mais c'est à l'échelle de l'administration communale. Grâce à ces turbines, grâce à des panneaux photovoltaïques, on produit plus d'énergie renouvelable qu'on en consomme. Voilà une dernière image pour vous donner envie de venir nous voir. Ce que j'avais envie de dire en conclusion, c'est que l'enjeu, c'est de créer la fierté de vivre où on vit. Il y a une 50aine d'années, les muteurs sociaux étaient surnommés dans notre secteur de l'Alsace centrale les culs dans l'eau, hein, en version alsacienne. C'était un peu péjoratif. C'était plutôt un territoire pauvre en comparaison du vignoble qui est pas loin. Et la zone humide qui s'appelle le Ried, hein, ça veut dire roseau en vieil allemand, était considérée comme un territoire très pauvre qu'il fallait essayer d'assécher, de remblayer, etc. Et petit à petit, grâce au travail de la Maison de la Nature, on a vu ce mot Ried réapparaître.
disparaître. Le restaurant qui s'appelait le Vieux Moulin, c'est appelé l'Escale du Ride. La banque du Crédit Mutuel qui s'appelait le Crédit Mutuel du Centre Alsace, c'est appelé le Crédit Mutuel du Grand Ride. On a senti que le mot Ride, ça devenait une fierté parce que tout le monde a pris conscience de la richesse du territoire. Donc, l'enjeu, mais je crois que c'est un enjeu mondial aujourd'hui, c'est de s'adapter à son écosystème plutôt que d'essayer de l'adapter et donc de l'artificialiser, de plutôt vivre avec que d'essayer de dominer les éléments. On sait aujourd'hui à quelles extrémités ça mène l'ensemble de l'humanité. Et voilà, je crois que c'est un enjeu. On essaye modestement à notre petite échelle de montrer que même dans des milieux qui apparaissaient comme des milieux difficiles, on peut tirer facilement. Le mot facilement n'est pas le bon, mais on peut tirer son épingle du jeu. Muttersol, c'est aujourd'hui un village très attractif, à la fois résidentiellement, à la fois économiquement, et on vit bien à Muttersol. Voilà. Merci beaucoup, Monsieur Barbier. Je vous propose d'enchaîner. Comme je l'ai dit, continuez à poser vos questions dans la conversation. Je vais bien les noter. Et si vous les posez après, durant la deuxième intervention, pensez à mettre à Patrick Barbier pour que je sache à qui s'adresse la question. Donc, je vous propose d'arrêter votre partage d'écran. On va passer à l'intervention suivante. Bonjour à tous, je suis donc François Hardy, chargé de mission Nature-Environnement au Parc naturel régional de la Haute-Vallée de Chevreuse, situé tout près de Paris. Je vais vous parler aujourd'hui donc de travaux de renaturation d'un cours d'eau qui a permis de réactiver, de redonner vie et toutes ses fonctions à une zone humide de fond de vallée. Mais tout d'abord, je vous propose de regarder une petite vidéo, un film d'animation à destination du grand public qui permet donc de sensibiliser le plus grand nombre aux enjeux des zones humides. Depuis longtemps déjà, l'homme a voulu canaliser la rivière naturelle. Il a modifié son tracé, créé des retenues et des chutes pour alimenter les moulins. Dans la deuxième moitié du XXe siècle, l'homme a aussi supprimé les méandres et redessiné les cours d'eau rectilignes. Lorsque le parc naturel régional de la vallée de Chevreuse s'est penché au chevet de l'Yvette, l'une de ses rivières, il a constaté que toutes ces modifications altéraient la bonne santé des cours d'eau. Les seuils créés pour les moulins deviennent de véritables obstacles, où les sédiments restent bloqués et s'accumulent. L'eau ralentit, se réchauffe et s'asphyxie. Les fonds, riches, se comblent et s'appauvrissent. Le milieu naturel est déséquilibré et toute la biodiversité en est modifiée. Les espèces les plus sensibles disparaissent. Lorsque les pluies sont abondantes, dans une rivière rectifiée en ligne droite, l'eau accélère et les secteurs habités à l'aval sont alors davantage inondés. Le parc a donc réalisé des travaux pour prévenir tous ces désordres et que la rivière retrouve son fonctionnement naturel. Ramener le cours d'eau à un état naturel, cela veut dire lui rendre sa liberté de forme et d'évolution. La rivière retrouve son lit au plus bas de la vallée. Avec ses courbes et ses variations de profondeur restaurées, une faune et une flore diversifiées peut s'installer durablement. Dans une eau plus fraîche et oxygénée, de nombreux végétaux et micro-organismes reviennent et vont épurer l'eau. Avant, l'eau restait canalisée dans son lit et dévalait à toute vitesse vers les zones habitées. Désormais, dans les prairies et les marais, des berges adoucies et peu profondes permettent à l'eau de déborder. L'eau y est retenue assez longtemps pour que les espaces habités soient moins inondés. Le parc a adapté le chantier pour respecter la nature. Les gros travaux ont été réalisés en hiver, quand la végétation est en sommeil, puis en fin d'été, après les nidifications. Les poissons ont été préservés. Après une saison, il ne reste plus de traces de cette intervention. La nature reprend ses droits. La rivière retrouve la santé et rend à nouveau de précieux services écologiques, sans que l'homme ait besoin d'intervenir. On ne commande à la nature qu'en lui obéissant. On peut alors profiter de la beauté d'un milieu sauvage et libre.
Voilà, donc ce petit film, encore une fois, à destination du très grand public, hein, il est extrêmement visionné sur notre site internet et il a vocation à être diffusé, donc sur la base évidemment d'une restauration de rivière au départ, mais dont le but était bien de reprendre, de faire renaître l'ensemble du fond de vallée humide. Donc je vais vous présenter plus particulièrement ce projet. Voilà, tout d'abord, sans être chauvin, on va quand même vous parler un peu des 56 parcs, dont le nôtre. Donc, les 56 parcs naturels régionaux de France sont des territoires ruraux au patrimoine naturel, culturel et paysager remarquable et fragile. Ce sont des aires protégées, ce ne sont pas des réserves intégrales ni des cœurs de parcs nationaux, ce sont bien des territoires habités. Donc des territoires sur lesquels on expérimente, on réalise des travaux et qui sont voués ensuite à être exportés hors des territoires de parc pour y être, disons, pour y être développés normalement. Alors, les missions des parcs sont notamment de protéger et de valoriser les patrimoines tout en assurant un projet ambitieux de développement durable économique et social. Ils agissent en tant qu'ensembliers des collectivités, des acteurs locaux, et c'est le projet que je vais vous développer ensuite, qui en est un exemple. Et les parcs peuvent également intervenir directement pour l'aménagement et la gestion de tout ou partie d'un territoire. Alors, notre parc naturel régional de la Haute-Vallée de Chevreuse, comme vous le voyez sur la carte, est un parc périurbain situé à moins de 30 km à vol d'oiseau de la Tour Eiffel. Les rivières y prennent naissance dans des espaces naturels préservés, comme vous voyez au centre du territoire, avec les sources des cours d'eau des différents bassins versants. Et plus on s'écarte de ce centre, plus on atteint les limites hors parc et une urbanisation croissante. Donc de l'amont vers l'aval, comme vous pouvez l'imaginer, les phénomènes d'inondation sont de plus en plus fréquents et encore plus évidemment à l'extérieur du parc où l'urbanisation est majeure. En plus de ses prérogatives sur le patrimoine naturel, le parc est un acteur historique depuis plus de 30 ans dans le domaine de l'eau, des zones humides et des rivières. Dans la lutte contre les inondations, son mode d'action se base sur la fonctionnalité des milieux naturels et non sur des ouvrages hydrauliques lourds. Il s'agit d'un autre métier, celui des syndicats de rivières, de lutte contre les inondations en zones surtout plus urbaines. Nous agissons donc, nous, essentiellement sur des mares, des mouillères, les rivières et les zones humides. Également sur la trame verte, comme les haies, les prairies, les talus et les fossés enherbés, qui s'étendent sur tout le territoire et qui relient ces milieux aquatiques et humides. Donc, ces précieux milieux naturels sont, comme on l'a déjà vu dans la précédente intervention, des services écologiques rendus à la société. Le parc tend donc à restaurer au mieux leurs qualités hydrologiques et c'est notre préalable au bon fonctionnement des écosystèmes et à une riche biodiversité. La première chose qui nous semble importante de faire est bien de préserver le foncier, avant de penser même à la typologie de milieu. Donc le foncier contre l'urbanisation en premier lieu. Et donc le parc a établi un plan de parc, donc qui est un plan réglementaire associé à sa charte, qui fixe précisément toutes les zones constructibles et les zones à rester en zone naturelle de façon impérative. L'avantage des plans de parc, en termes d'urbanisme en tout cas, c'est qu'ils sont opposables aux documents d'urbanisme des communes, les PLU et PLUI, et ces dernières sont dans l'obligation de mettre en conformité leurs documents d'urbanisme dans les 3 ans qui suivent la signature de la charte. Donc c'est un outil vraiment très très fort. En dehors des parcs, comme le disait Madame le député, il est tout à fait évidemment souhaitable d'inscrire ces zones à préserver dans les documents d'urbanisme, les PLU, PLUI. Le projet donc, dont je vais vous parler est situé donc à Saint-Rémy-lès-Chevreuse, sur le périmètre, le polygone rouge que vous voyez au centre de l'écran, qui a été préservé. Il est situé en pleine zone urbaine, en plein centre-ville, et donc avec une très forte
pression foncière, et à côté de la gare RERB. Vous voyez donc la ligne RER. On a un paysage relativement rural et patrimonial, enfin rural, oui, naturel, nous sommes dans un parc naturel régional, mais on sent bien quand même la pression urbaine, tout près du plateau de Saclay, dans le projet du Grand Paris. Alors, dès 2000, la commune et le parc se sont associés pour protéger ce fonds de vallée humide en demandant son classement en réserve naturelle régionale. Donc, le souhait était de renforcer sa protection pour l'ancrer durablement dans le temps long. En parallèle, le parc et la commune, avec l'appui évidemment essentiel de l'Agence de l'eau, Seine-Normandie, donc le parc et la commune ont souhaité restaurer la rivière Yvette dans sa longueur et sa largeur pour la reconnecter à ses zones humides alluviales. La rivière avait subi, comme dans beaucoup de régions en France, des transformations au cours de l'histoire, comme vous voyez sur l'image, avec cette rivière en rouge qui n'est plus naturelle. Hein, le point bas est le petit pointillé, c'est l'axe de la vallée, et on déportait les rivières pour créer des chutes d'eau et alimenter les moulins hydrauliques. Cette configuration de rivière, en l'absence d'usage dans les moulins de nos jours, perturbe énormément à la fois le fonctionnement de la rivière, mais surtout endigue cette rivière qui fonctionne en gros comme un canal et non plus comme un cours d'eau. Elle ne déborde plus et les zones humides fonctionnent moins bien et surtout ne jouent pas leur rôle que l'on attend de plus en plus d'elles, c'est-à-dire de retenir les eaux, de les faire s'épandre en cas de crue et de les restituer lentement comme une éponge lorsque les conditions d'étiage, par exemple, nécessitent un petit peu plus d'apport d'eau. Donc, le projet de restauration du système alluvial naturel poursuivit plusieurs enjeux, alors, parmi lesquels deux principaux. Le rétablissement de la continuité écologique de la rivière, à la fois longitudinale, en supprimant les barrages transversaux, et aussi latéralement, donc, en permettant à nouveau au cours d'eau de déborder dans les zones humides à la moindre petite crue. L'autre enjeu était les inondations, puisqu'on est dans des sortes de verrous hydrauliques constitués par les villages qui sont construits autour des cours d'eau. Et cette grande zone naturelle humide nous semblait tout à fait évidemment propice à rétablir son fonctionnement pour éponger ces crues. Pour les communes de l'aval, bien sûr, l'enjeu est identique. Donc, le projet a constitué donc à déplacer le lit qui était en flanc de coteau, de le renaturer et de le repositionner dans son fond de vallée naturel par les méandres créés. Là, vous voyez sur l'image, en rouge au nord, le tronçon comblé, donc la rivière avant travaux, et en bleu, la nouvelle rivière. Donc, vous voyez qu'elle est beaucoup plus large, on va avoir des berges beaucoup plus basses, un fond beaucoup plus sinueux et des relations avec les zones humides beaucoup plus facilitées. Voilà, là, vous voyez une image aérienne des travaux. Donc, la rivière nouvelle en train d'être formée, déjà en eau d'ailleurs, et puis la grande zone humide qui ne demande qu'à recevoir les eaux de la rivière. Alors, l'intérêt de ces travaux, donc sur les crues, on peut peut-être la séparer en deux parties. Donc, l'étalement des crues dans l'espace, tout d'abord, puisque la rivière ne va plus rester contrainte dans son petit canal, mais va bien pouvoir s'épandre. Donc, on a un étalement des crues dans l'espace. Et avec des berges à faible pente, comme sur la photo, vous voyez qu'on sent bien qu'à la moindre petite crue, la rivière va quitter son lit. Vous voyez sur ces cartes, la photo d'en haut, avant les travaux, on voit dans les différents tons verts l'étalement des crues avant les travaux, et en dessous, l'étalement des crues après les travaux. Donc, on a gagné en surface d'expansion des crues, et là, on est dans la zone naturelle de la réserve.
Par contre, en zone urbanisée, en haut avant les travaux, on voit que les zones inondées atteignaient les bâtiments et le cœur de centre-ville, et qu'en dessous, après les travaux, on a réduit l'impact des crues. Donc, en plus de ces fonctions sur les zones humides, on a bien sûr d'autres services rendus. On a donc l'auto-épuration de l'eau, qui n'est pas négligeable dans ces zones relativement contraintes, avec l'agriculture sur les plateaux et puis notamment les zones urbaines avec toutes les stations d'épuration en tête de bassin versant. Cette auto-épuration est aussi amplifiée non pas seulement par la restauration du cours d'eau, mais aussi également par ces relations retrouvées avec les zones humides. On a bien sûr toutes les aménités, les beautés d'un milieu, donc riche en biodiversité pour le paysage. Et voilà, je vous remercie. J'en ai terminé. Merci beaucoup, Monsieur Hardy. Alors, je vais couper le partage et puis on va enchaîner avec la troisième intervention de Monsieur Fernand Burkhalter. Merci, bonjour à toutes, bonjour à tous. Je suis le maire d'Héricourt, donc petite ville de Haute-Saône, à l'est du département, et située à égale distance entre Belfort et Montbéliard, dans un ensemble urbain de 300 000 habitants. C'est une petite ville d'origine textile, mais qui a beaucoup œuvré pour le développement de l'emploi, qui compte à présent 11 000 habitants et 5 000 emplois sur son territoire environ. Donc l'enjeu, le dossier que vous est présenté, le projet qui est en partie déjà réalisé, concerne l'aménagement d'un parc écologique en centre-ville, dans le milieu urbain. On a la chance d'avoir une rivière qui fait 30 km, qui prend son origine à Ronchamp et qui rejoint ensuite l'Allan à Montbéliard. Son parcours de 31 km, une partie de ce parcours est située dans notre ville et traverse le centre-ville de la ville d'Héricourt. Et donc, ce parcours a été aménagé, notamment les berges ont été réaménagées, etc. Et maintenant, nous nous occupons donc d'un parc dénommé Parc de la Liselle, parc naturel urbain, qui est composé de deux parties. Une partie d'espace de jeu dans une plaine humide et une partie de conservation de la biodiversité, pour lequel nous avons répondu à un appel à projet régional, lancé donc par la région Bourgogne-Franche-Comté. On n'a pas l'issue encore de ce projet, mais de toute manière, quelle que soit la décision de la région Bourgogne-Franche-Comté par rapport à cette deuxième phase de ce projet, nous entendons le mener pour faire de la biodiversité en ville. Ce parc urbain s'insère dans un milieu urbanisé, donc en bordure du lit de la rivière, entre des espaces industriels à proximité immédiate du centre-ville. On est à 200 mètres, 300 mètres du centre-ville, de la mairie d'Héricourt d'où je vous parle, et c'est un ensemble de 11 hectares environ. Donc c'est une chance exceptionnelle que d'avoir un site qui est une ancienne friche finalement. Autrefois c'était des pâturages. Il y a une trentaine d'années, nous y avions installé un stade synthétique qui est de moins en moins usité. Et donc, en bordure de ce stade que vous voyez au centre de la photo, donc est aménagé maintenant un parc urbain de 2 hectares, un parc écologique naturel avec des espaces de jeux, des jeux virtuels, des espaces de musculation, de jeux de plein air destinés aux familles et aux ados et aux enfants pour des promenades urbaines. Voilà, c'est réaménagé. Il y a une piste cyclable centrale dans cet espace, mais ce n'est pas ce projet que je vous présente ce matin. Et nous allons l'ouvrir, d'ailleurs, cet espace demain, samedi 17 octobre, et dans une visite promenade au cœur de ce parc de 2 hectares. Et l'idée de ce projet de biodiversité, c'est d'y adjoindre un élément de protection de la plaine humide
de la zone humide adjacente, qui fait 8 hectares environ, adossé à l'arrière d'un lycée polyvalent de 600 élèves, et puis inséré, comme je le disais tout à l'heure, dans un milieu urbain. Alors pour l'instant, c'est un espace végétal, il y a une prairie qui fait l'objet de 2 fauches annuelles. En centrale, je ne sais pas quelle est sa capacité exacte, de l'ordre de 2 ou 3 hectares, et puis des espaces boisés qui ont tendance à envahir le paysage et à le fermer. Donc l'idée, c'est de voir une cohérence milieu naturel, milieu urbain, et adossé à ce parc urbain destiné aux familles, d'en faire un espace de biodiversité qui accueillerait, qui développerait aussi un lieu de promenade et de flânerie structurante en centre-ville, et qui servira aussi d'amorce à un plan cyclable en direction de Montbéliard, de la ville de Montbéliard, donc à partir de l'hôtel de ville d'Héricourt, et pour nous rendre plus loin dans le pays de Montbéliard en traversant ce parc. La zone de biodiversité donc comprendrait une protection pour mettre en valeur les intérêts de la faune présente et de la faune d'une prairie humide. Et puis celle-ci est, comme je l'indiquais tout à l'heure, en train de refermer les espaces par un envahissement de saules, etc., d'espèces qui méritent d'être contenues. Donc l'objectif sera également d'aménager, de réouvrir cet espace sur des milieux naturels en détruisant une partie de la sauleraie et en maintenant la prairie de fauche en place. Si les cheminements rendent cet espace traversant, la volonté agroécologique au milieu de cœur de ville reste entière. Il s'agit bien d'en faire un espace écologique de cœur de ville, d'y valoriser la biodiversité, de l'encourager. C'est une plaine inondable, comme nous l'avons vu tout à l'heure en Mutterholz, dans la vidéo présentée. De part et d'autre de la ville, évidemment, il y a des plaines inondables, mais qui ont plutôt un usage agricole de prairies permanentes, soit de pâturage. Et là, nous sommes en cœur de ville, sur un espace quand même important, 8 hectares, 12 si on y prend, 11 si on y comprend le parc urbain proprement dit. Et au-delà de la seule préservation du patrimoine et du milieu naturel, une volonté pédagogique affirmée. Il y a une maison des énergies, régionale des énergies aux abords de ce parc. Elle pourra aussi permettre des animations scolaires pour la faune présente sur cet espace. Le cheminement du parc urbain s'étendra sur l'ensemble des 10 hectares, mais en le préservant. Ce sera un platelage léger, donc l'aménagement sera sobre de cet espace. Il ne s'agit pas d'un projet pharaonique, on le chiffre entre 150 et 300 000 euros, alors que le parc proprement dit a fait l'objet d'un aménagement plus lourd de l'ordre d'1 million d'euros. C'est un bel exemple de réappropriation d'un espace naturel en centre-ville. Il est très important qu'une ville de 10 000 habitants puisse avoir un espace ludique, en son sens ludique et écologique, consacré à la biodiversité et à sa préservation. Et donc, on préserve par là même une zone humide. C'est vrai que la nappe phréatique affleure, c'est la nappe phréatique de la Lisenne, c'est pas la nappe de la plaine rhénane, mais évidemment, c'est une nappe intéressante et elle affleure par endroits et ressort sur une partie de l'espace. Il s'agira également de recréer un fossé qui a peu à peu disparu sous les foudres de l'urbanisation. C'est-à-dire ce fossé a été, dans sa partie amont, a été comblé et mis en tuyau, c'est-à-dire il est couvert, il n'existe plus. C'est un fossé qui faisait plus d'1 kilomètre, 1,5 kilomètre. Et donc nous le recréerons au sein de ce parc en y amenant les eaux pluviales du secteur, en le reconstituant. Ces eaux pluviales, pour l'instant, vont directement à la station d'épuration. Donc là aussi, il y a un enjeu important pour recréer ce fossé dont je ne sais pas si on le voit d'ailleurs sur le plan, parce qu'on n'a pas une présentation détaillée, on n'a que
pour l'instant un pré-projet. Évidemment, pas de vidéo consacrée à cet espace. Il nous paraît intéressant de pouvoir y travailler, et même si ce projet est récent, puisqu'il date de 2018, nous avons acquis déjà le foncier pour permettre cette réalisation, donc 7 à 8 hectares de foncier. Je remercie l'Agence de l'eau qui nous a apporté un concours de 80% pour le financement de cette protection de la zone humide. Et puis, on va continuer le dialogue avec eux pour revoir dans quelles conditions pourrait être recréé ce fossé et dans quelles conditions cet espace pourra être valorisé. On en est à ce stade, à un stade d'avant-projet, d'appel à projet tel qu'il a été présenté à la région de Franche-Comté. Et bien entendu, je suis à la disposition des conférenciers pour répondre à vos questions. Merci de votre attention. Donc, bonjour à toutes et à tous. Je vais me présenter rapidement. Je suis donc Madame Tramontin, la présidente du syndicat mixte de gestion de la nappe phréatique de l'Accro. Nappe phréatique de l'Accro. Voilà. Donc, nappe phréatique de l'Accro, dont la vocation principale est de préserver et d'avoir une gestion durable de cette nappe phréatique. Le CIMCRO est un établissement public qui regroupe en son comité syndical les élus des collectivités territoriales, de 16 communes sur le territoire, mais pas que. Comme on est un syndicat mixte ouvert élargi, on a la possibilité et la chance d'avoir au sein de notre comité syndical la Chambre d'agriculture, des représentants du Grand Port Maritime de Marseille, ainsi que des représentants de l'Union du canal commun d'irrigation qui dessert le territoire. Donc là, sur cette diapo, vous avez la matérialisation de la nappe phréatique qui fait à peu près 550 km² et qui se dessine sur un territoire qui va d'Arles à Salon de Provence jusqu'à Fos-sur-Mer. Voilà, on est sur une forme un peu triangulaire de la nappe phréatique. Donc, c'est une nappe qui a une spécificité de recharge naturelle que je vais vous exposer dans quelques instants, mais c'est une nappe phréatique en gros de 500 millions de mètres cubes et qui va desservir plusieurs usages sur ce territoire. Bien sûr, vous le voyez dans la légende, un usage agricole, puisqu'elle sert à l'agriculture, un usage d'eau potable, puisqu'elle dessert, elle alimente en eau potable 270 000 habitants de ce territoire, un usage industriel, puisqu'il ne vous a pas échappé que la zone de Fos-sur-Mer, avec le Grand Port Maritime de Marseille, est un site à forte activité économique qui vitalise aussi ce territoire. Donc, la nappe phréatique dessert aussi les activités économiques, pas que le Grand Port Maritime de Marseille, puisque nous avons des bases militaires d'importance sur ce territoire qui sont aussi desservies. Et elle dessert, elle participe, cette nappe phréatique, bien sûr, au maintien des zones humides. Voilà pour l'explication un peu de cette nappe phréatique. Maintenant, la grande originalité de cette nappe, c'est son mode de recharge, puisque nous, on bénéficie par la prise d'eau sur le canal EDF, le canal principal que vous voyez, qui arrive du bassin versant de la Durance et forcément de Serponçon, qui fonctionne un peu comme le château d'eau de ce territoire. Donc, on a l'eau qui arrive de Serponçon via le bassin de la Durance par un canal principal qui arrive sur ce territoire dans un but premier d'irriguer les prairies de Foin-de-Crau. C'est la diapo, la photo que vous avez en suivant. Donc, l'eau arrive par ces canaux d'irrigation.
Ces canaux d'irrigation, par un jeu de martelières que vous voyez qui sont baissés ou enlevés, va permettre à l'eau d'irriguer et de submerger la prairie que vous voyez. Et c'est comme ça que la culture du foin de croc s'opère. Une fois que la prairie est irriguée, 70% de l'eau qui ne part pas à la plante redescend à la nappe phréatique et procède à la recharge de la nappe phréatique. Donc, vous voyez bien que cette nappe, elle est à 70% rechargée par l'irrigation des prairies pour la culture du foin de croc et à 30% par les eaux de pluie. Voilà la recharge actuelle de cette nappe. Donc, oui, voilà. Donc, vous avez un certain nombre de zones humides qui sont effectivement alimentées par la nappe, hein, des marais, l'étang d'Entresaint qui est un bel exemple de biodiversité sur ce territoire, des marais, même des marais temporaires. Donc, on est vraiment sur un maintien des zones humides et surtout sur la contribution de ces mêmes zones humides sur la qualité de l'eau de surface avant l'infiltration dans la nappe phréatique pour la recharge. Vous en avez un exemple là sous les yeux, où effectivement, en amont du point de captage d'eau potable matérialisé en bleu, vous avez une forêt alluviale qui participe à la filtration, j'ai envie de dire, des eaux jusqu'au captage pour y filtrer les nitrates, les pesticides, tous les polluants qu'on pourrait envisager et qui permet effectivement d'avoir une eau de qualité en arrivant au point de captage. Voilà. Donc, on a aussi une contribution à la recharge de la nappe par le stockage d'eau, forcément, dans les zones humides. Hein. Madame la députée le spécifiait tout à l'heure, ça fonctionne un peu comme une éponge qui retient l'eau l'hiver et qui va lentement la redonner, la recharger à la nappe quand les besoins s'en font sentir. Donc voilà, on est vraiment sur des systèmes qu'il faut bien sûr préserver pour qu'on puisse maintenir cette biodiversité sur ce territoire. Quelques exemples aussi de canaux dans les marais, de toutes les activités au niveau du cadre de vie et des activités récréatives qu'on peut trouver sur l'étang d'Entresaint et la nécessaire préservation, j'ai envie de dire, d'une biodiversité en matière de faune et de flore. Donc là, on vous a matérialisé sur ce territoire toutes les zones humides qui sont alimentées par la nappe, hein, qu'elles soient en termes, que ce soit des marais, que ce soit des étangs, que ce soit des forêts alluviales. Et vous voyez qu'on a une large zone en bordure de la côte de Fos, qui est un effleurement de la nappe et sur laquelle on est attaché à préserver et à mener un certain nombre d'études sur cette préservation. Donc, vous voyez dans les zones un peu en violet et les zones violettes et bleues qu'on a mené une étude qu'on a nommée étude ressources stratégiques il y a quelques mois, qui visait à identifier des zones de sauvegarde autour des captages d'eau potable exploités actuellement, zones de sauvegarde justement pour border un large périmètre autour du captage d'eau potable existant et préserver ces territoires d'activités qui pourraient être polluantes pour le captage. Et on a aussi identifié
dans cette même étude des zones de sauvegarde non exploitées actuellement. Donc, ça veut dire que c'est une projection de captage complémentaire à effectuer sur ce territoire en fonction des besoins croissants en eau, qu'ils soient liés à l'activité économique, à la croissance démographique. Donc, du coup, ces zones de sauvegarde non exploitées actuellement, dans cette étude, on a fait une projection sur l'accroissement de la population, les besoins en eau et la volumétrie qu'on serait en capacité d'envisager sur ces nouvelles zones. Et on s'est très vite aperçu qu'il fallait qu'on revoie un peu notre copie à la baisse parce que sur les volumes qu'on avait envisagés sur ces nouvelles zones de sauvegarde, l'incidence sur le maintien des zones humides était plus que prégnant. Donc, on a une vraie interaction entre la nappe phréatique, sa recharge, son exploitation actuelle et future, et le maintien et l'alimentation des zones humides de ce territoire. Donc, nous, ce qu'on envisage pour la suite et pour le maintien, d'une part, c'est à travers toutes ces études d'avoir acté le fait que la nappe phréatique participe à la préservation des zones humides. Et notre objectif, c'est vraiment la gestion équilibrée de cette nappe phréatique, mais je pense qu'on l'a déjà abordé avec les intervenants précédents. On est tous soumis à une pression foncière sur nos territoires. Donc, ce qui nous amène, nous, à envisager un schéma d'aménagement de gestion des eaux sur l'Accro pour justement avoir la possibilité de mener cette gestion concertée et de pouvoir avoir un outil institutionnel qui soit opposable dans les PLU et les PLUI. On a commencé ce travail avec une étude qu'on a appelée Synergie, sur laquelle on a envisagé un certain nombre de scénarios en fonction des modifications du changement climatique, en fonction de la ressource en eau qui pourrait diminuer, puisque nous, on a une grande interaction avec ce que Serre-Ponçon nous donne comme volumétrie d'eau sur ce territoire. Et cette étude prospective nous a amené aussi à nous poser la problématique des niveaux de la nappe phréatique, les seuils, les niveaux minimaux sous lesquels on ne doit pas aller pour maintenir l'activité, la vie de ce territoire et le maintien de l'ensemble de ces zones. Je vous remercie. Merci beaucoup, Madame Tramontin. Je vais reprendre la parole 2 minutes avant de passer aux questions-réponses. Et déjà, merci beaucoup à nos 4 intervenants pour leur effort de synthèse. On a à peine 6 minutes de retard. Je sais que c'était difficile de tout condenser en 10 minutes, mais vous avez réussi. Donc, merci d'avoir joué le jeu. Et donc, avant de passer aux échanges de questions-réponses, juste pour information, à l'issue de la webconférence, je vais revenir vers vous à 2 reprises. Alors, une première fois rapidement, peut-être cet après-midi ou la semaine prochaine, avec plusieurs infos. Déjà, l'accès à la rediffusion vidéo, si jamais vous voulez revoir des passages, si vous avez eu des problèmes de vidéo ou si vous voulez montrer certains passages à d'autres personnes, ainsi qu'un dossier de presse qui avait été élaboré par les pôles relais zones humides en amont des élections municipales de mars et qui présente 7 actions emblématiques, zone humide, zone utile pour votre commune, c'est-à-dire que les communes peuvent mettre en œuvre à leur échelle en faveur des zones humides. Donc ça, je vous l'enverrai dans un mail ultérieur. Et puis aussi l'accès au centre de ressources milieu humide, qui est www.zone-humide.org, qui est une plateforme de ressources techniques incontournables sur le sujet. Et puis, dans un deuxième temps, plus tard, d'ici plutôt quelques semaines, je reviendrai vers vous aussi avec
la mise à disposition de ressources vraiment dédiées aux élus, quelque chose qu'on est en train d'élaborer, donc ce n'est pas terminé. Voilà, ce sera un peu plus tard. Voilà pour les informations. Et puis maintenant, on va passer à la phase de questions-réponses. Donc, n'hésitez pas à continuer à poser vos questions à l'écrit en précisant bien à qui ça s'adresse pour que je ne fasse pas d'erreur d'adressage. Et puis, je propose donc aux intervenants de rallumer leur micro et leur webcam et de me rejoindre pour les 25 minutes de questions-réponses qui nous restent. Et on va pouvoir commencer. Monsieur Barbier, vous étiez le premier à passer. Donc il y a eu plusieurs questions. On va commencer par celle-ci. Comment se passent les relations avec les agriculteurs de votre territoire? N'oubliez pas d'activer votre micro. Vous m'entendez? C'est bon. Voilà. Les relations avec les agriculteurs sont bonnes aujourd'hui. Elles étaient moins bonnes avant que je devienne maire. Alors, il faut dire, je ne l'ai pas dit, j'étais président de la Fédération régionale de protection de la nature, Alsace Nature avant, donc j'avais un mode de relation un peu différent, un peu plus contradictoire avec les agriculteurs. Depuis que je suis maire, c'est vraiment le dialogue qui prévaut. On l'a même institutionnalisé. On a une commission de dialogue avec les agriculteurs qui est animée d'ailleurs par un chargé de mission de la Maison de la Nature qui a du savoir-faire dans l'animation de ce qu'on appelle le dialogue territorial. Et donc, on essaye vraiment d'avancer pas à pas vers une meilleure prise en compte de la biodiversité et de la zone humide avec les agriculteurs sur le principe gagnant-gagnant. Actuellement, sur les 4 exploitations à plein temps qui sont sur le banc communal, il y en a déjà 2 qui sont en bio. Il y en a un 3e qui est en agriculture de conservation, c'est-à-dire en non-labour. Donc, vous voyez qu'il y a eu des progrès assez importants auxquels la commune participe, incite même. On joue beaucoup, je vous ai dit en entrée de diaporama qu'on avait 300 hectares de propriétés communales qui sont pour la plupart agricoles. Donc, on joue beaucoup de ce levier-là, du levier propriétaire. Alors, vous allez me dire, comment on fait avec le bail agricole? Ce serait peut-être un peu long. S'il y a une question à ce niveau-là, je veux bien approfondir. Mais en tout cas, on a trouvé des clés pour faire valoir les vœux du propriétaire dans le cadre du bail agricole. Merci beaucoup. Donc, on va rester sur le thème du relationnel avec une question pour Monsieur Hardy. Qui était: y a-t-il eu des réticences des propriétaires des anciennes rives, des moulins et des seuils? Oui, effectivement, c'est toujours la problématique. Pour vous donner un ordre d'idée, on a commencé à réfléchir à ce projet. Disons que le site a été acquis en 2000. On a fixé à peu près les orientations du projet en 2012 et les travaux ont été réalisés en 2019. Et toute cette phase-là, il y a eu un petit peu, évidemment, il y a eu en gros 9 mois de maîtrise d'œuvre et puis une dizaine de mois d'instruction réglementaire. Mais sinon, toutes ces années ont été utilisées pour convaincre les riverains, un à un, du bénéfice qu'ils auront avec ce projet. Donc, c'est vrai que c'était la principale difficulté. D'ailleurs, un riverain n'a pas accepté. Alors, heureusement, il ne se situait pas dans une zone qui interdisait complètement le projet. Et un autre aussi qui n'a pas accepté. Du coup, on a dévié. Heureusement, le fond de la vallée était plat en cet endroit-là. Donc, en niveau altimétrique, on pouvait déplacer la rivière légèrement latéralement. Donc, on s'est extrait de sa propriété. Et ainsi, on a pu vraiment réaliser le projet. Mais c'est la difficulté, effectivement. On a d'autres projets identiques, c'est toujours
le problème. C'est pour ça aussi on a profité de cette occasion pour réaliser le petit film d'animation. On s'est dit que ça permettait quand même de sensibiliser. Avec le maire de Saint-Rémy-lès-Chevreuse, on a participé à des réunions publiques également. Et je peux vous dire que dans les premières réunions publiques, enfin la première en tout cas, les gens ne comprenaient pas. Malgré toutes les informations qu'on avait diffusées par d'autres moyens, les gens avaient du mal à comprendre l'intérêt. Donc voilà, beaucoup de communication, des visites de terrain également, avec les propriétaires, les élus, ont permis de débloquer la situation. Merci. Et du coup, effectivement, il y a le lien vers la vidéo qui a été mis dans la discussion, que je remettrai dans l'email que je vous enverrai à tous pour ceux qui l'auraient éventuellement loupé. Et si vous voulez un film plus long, là cette fois-ci, un film pédagogique, mais sur la base d'images réelles, qui mêle les milieux naturels et les phases de chantier, si vous le souhaitez, on pourra vous fournir le lien également. Et du coup, avant de passer la parole à un autre intervenant, Monsieur Hardy, il y avait une question complémentaire qui était de savoir justement, est-ce que maintenant que le projet est réalisé, les propriétaires adhèrent davantage aux résultats? Oui, tout à fait, c'est assez remarquable. Hormis le seul propriétaire qui a refusé, en gros, on n'a pas ni son ni image de sa part, mais les autres, en tout cas tous les habitants, les riverains, se promènent. Durant le confinement, c'était même un petit peu trop parce que c'était carrément une invasion. En fait, comme on est passé d'un paysage vraiment très canal, très fermé, à un paysage, parfois on se croirait transporté dans le Haut-Jura, c'est vraiment une petite entité, c'est assez particulier comme ambiance. Donc ça fait voyager. Les gens ont bien compris que suite à la dernière crue, tout a bien fonctionné. Les eaux sont montées lentement, sont reparties lentement dans la rivière. Voilà. Alors on ne fera pas des miracles pour les plus hautes crues, mais ils ont bien compris que pour une bonne partie des crues, quand même, ça allait améliorer les choses. Et puis surtout, le paysage est plus joli. Ensuite, ils savent aussi qu'on va faire des cheminements d'accès, des points de vue sur ces milieux-là. Donc voilà, ça, pour eux, on a un retournement de situation de la vie des gens. Merci beaucoup. Monsieur Burkhalter, je vais donc vous poser une question qui, là, pour le coup, porte davantage sur le pratico-pratique une fois que le parc sera terminé. La question était: comment sont prévus la gestion et l'entretien du parc? Est-ce que ce sera des appels à des agriculteurs ou est-ce que ce seront les agents communaux qui le feront? Et le corollaire, qui financera cet entretien des parcelles? Est-ce que c'est le parc, la ville, la région? Alors attendez, votre micro n'est pas actif. On ne vous entend pas encore. Voilà, c'est bon. C'est bon. Donc, pour le financement, c'est la ville qui assurera évidemment l'entretien de ce parc qui ouvre demain. Donc, on n'a encore pas un grand retour d'expérience, mais nous sommes une ville 3 fleurs qui aspirons à la 4e fleur. Donc, on a des équipes constituées pour entretenir ce parc de 2 hectares. Il y a notamment les espaces verts. En fleurissement, il n'y a pas énormément de fleurissement prévu sur ce parc et il fait déjà le bonheur des gens qui franchissent un petit peu avant l'ouverture cet équipement. Et il y aura un agent permanent dédié, une sorte de gardien du parc. Merci. Et une autre question qui vous était adressée: est-ce que la population a participé d'une manière ou d'une autre, soit par consultation ou par participation plus active, à l'élaboration du projet? Alors, le parc urbain lui-même, la première partie, ces 2 hectares aménagés, ont été décidés à l'occasion des élections municipales de 2014. Donc, la concertation avait eu lieu à ce moment-là. Proprement dit, sur l'espace, oui, il y a eu une ou 2 réunions publiques sur cet aménagement, mais ça remonte maintenant à 2 ans. L'aménagement proprement dit a été fait cette année, fin d'année dernière, cette année, pour s'achever là, ces jours-ci. Et donc, la deuxième partie était insérée dans le programme des élections municipales, les 8 hectares, la protection de la biodiversité sur ces problèmes de retour d'un îlot de fraîcheur en ville, etc. Donc,
la population adhère quand même à ces objectifs, même s'ils n'ont pas été présentés encore en réunion, puisque nous n'avons répondu pour l'instant qu'à un appel à projet. Mais l'idée est forte et puis elle a été mise en avant, valorisée au moment des élections municipales dans le cadre d'un programme assez détaillé, d'une 30aine de pages. Donc, la population a eu l'ensemble des éléments pour se prononcer. Merci. Madame Tramontin, il y avait une question sur la gestion des prairies de la plaine de la Crau. Savoir s'il y avait des cahiers des charges agro-environnementaux. Est-ce que c'était des exploitations qui travaillaient certifiées en bio? Non, il est manœuvre, je pense. Alors, il n'y a pas de cahier des charges à proprement parler, puisque le foin de Crau est le seul aliment destiné et la seule production destinée à l'alimentation animale qui bénéficie d'une AOC. Donc, de facto, on est sur une culture qui, sous-jacente, répond à un certain nombre d'engagements. Et l'ensemble des prairies de foin de Crau en AOC, effectivement, a tout de même un certain nombre de prescriptions dans un cahier des charges pour avoir cette labellisation AOC qui permet effectivement de préserver la biodiversité et les ressources. Merci beaucoup. Je vois qu'il y a une remarque alors assez technique, mais qui est sûrement intéressante, qui a été mise dans le chat à l'instant là. Donc je vais la lire au cas où tout le monde n'aurait pas vu. Une remarque pour maintenir autant que faire se peut de bonnes relations avec les agriculteurs du territoire. Dans un projet de PLU d'une commune de l'Allier, des EDH font l'objet d'une trame spécifique avec contrainte en faisant référence à la prélocalisation réalisée par le SAGE Allier. Nous souhaitons attirer votre attention sur le fait que les localisations de zones humides dans des documents d'urbanisme doivent se faire à partir d'études d'inventaire réalisées pour éviter toute ambiguïté avec le monde agricole. Alors peut-être que cette remarque ne parlera pas forcément à tout le monde parce qu'elle est assez technique et précise, mais dans les ressources qu'on va élaborer et vous envoyer à la suite, on essaiera de traiter notamment de cet aspect interaction avec l'urbanisme et puis inventaire et ou prélocalisation. J'ai une question qui concerne les 4 intervenants, donc peut-être on peut conclure en vous donnant tous la parole, chacun votre tour sur ce sujet, qui était ces beaux projets nécessitent un gros travail sur le foncier, soit en termes d'acquisition, soit par le biais de conventions avec les propriétaires. Comment avez-vous procédé et combien de temps cela a-t-il pris? Et puis, une autre question qui était un peu dans le même sens, pensez-vous nécessaire qu'une commune qui possède des zones humides doive en devenir propriétaire pour mieux les protéger? Donc, si vous pouvez amener votre point de vue, peut-être en 2 minutes max chacun. Et puis, si vous avez rien à y répondre, pas de souci, on passera la parole au suivant. Est-ce que Madame Tramontin, vous êtes OK pour commencer? Oui, bien sûr. Donc, sur le foncier, de par notre action et notre structuration, nous, syndicats mixtes Simcro qui gérons et qui préservons une nappe phréatique, on n'a pas, pour l'instant, et c'est ce que je disais en fin de présentation tout à l'heure, on n'a pas pour l'instant d'outils pour pouvoir peser sur l'urbanisation. Je pense que le SAGE, qui est en émergence sur ce territoire, et derrière la labellisation EPTB du Simcro, pourra effectivement apporter un minimum de réponses et surtout, j'ai envie de dire, une large concertation avec l'ensemble des maires des communes de ce territoire et des présidents de conseils de territoire et de métropole, puisque on n'arrivera pas sans concertation et sans explication pédagogique sur la ressource, la biodiversité et les différentes préservations, à établir des zones à protéger de l'urbanisation. Voilà. Donc, nous, on sait que c'est par ce SAGE
et avec la concertation qu'on a envisagée derrière, puisque sur l'ensemble des études qu'on a menées jusqu'à présent, ça a été le leitmotiv. Aucune de nos études, j'entendais tout à l'heure Monsieur Barbier parler de concertation avec le monde agricole. Nous, on est en train de travailler sur ce territoire, effectivement, à la préservation des prairies de foin de Crau, au changement. Alors, les foins de Crau, chez nous, ça fonctionne tant que c'est économiquement viable, mais on sent aussi une légère tendance à changer de type de culture. Et tout ça, c'est des choses qu'on doit aborder tous ensemble. Et dans la concertation, on arrive… alors, c'est souvent long, c'est souvent fastidieux, mais ça a au moins le mérite de mettre tout le monde autour de la table et d'avoir tous les mêmes objectifs et surtout la même préhension du territoire et de ses enjeux en matière de protection de ressources et de biodiversité. Monsieur Barbier, est-ce que vous pouvez répondre à cette question? Voilà, vous m'entendez? Oui, donc oui, bien sûr, le foncier, c'est pas seulement dans le domaine des zones humides, hein, mais dans le domaine communal, c'est la base. Hein, on fait pas grand-chose sans le foncier. Alors en matière de zones agricoles, c'est même plus que le foncier, c'est la maîtrise de son foncier, parce qu'on peut, presque toutes les communes sont des propriétaires fonciers agricoles, mais avec des locataires protégés par le bail agricole, en général, elles ont peu de maîtrise d'usage. Alors, c'est possible. Ce serait trop long là de vous expliquer comment, mais dans le dialogue, ça, de toute façon. Alors, bien sûr, on peut pas non plus tout acquérir, mais le levier du foncier communal est un levier qui peut déborder sur le foncier privé, parce que pour les agriculteurs, le foncier en général, c'est un enjeu, y compris le foncier communal. Donc, on peut conditionner l'attribution de locations et de baux environnementaux pour aller dans le sens de la préservation. Mais donc, clairement, le foncier, c'est une des bases. Je ne dis pas qu'on ne peut pas faire sans, mais c'est un outil intéressant, d'autant plus que la plupart des communes ont cet outil, même si pour certaines c'est peut-être plus modeste que chez nous, mais bon, ça mériterait presque un autre webinaire pour parler rien que de ça, quoi. Et je pense qu'on est parmi les rares à utiliser vraiment le foncier agricole. Hein. Bien, tous mes collègues, bien sûr, quand il s'agit de faire des constructions, il faut d'abord avoir le foncier. Mais même sur le foncier agricole, on peut avoir une action assez importante. Merci beaucoup. Monsieur Hardy. Oui, juste pour compléter, c'est vrai que j'en ai parlé tout à l'heure, mais je ne parle pas de la situation des parcs, hein, qui sont particuliers par rapport à leur plan de parc, où on peut effectivement figer des zones, etc. Mais sinon, en règle générale, c'est vrai que la première chose, c'est de zoner dans son PLU, son document d'urbanisme, les zones à préserver. Et après, oui, la commune peut très bien en plus acquérir, soit directement, soit au travers de ses droits de préemption lors des sessions de vente. Mais nous, on a un cas qui est assez intéressant sur la commune de Châteaufort, où la commune a souhaité, sans aucun autre type de réglementation, délibérer. Alors, là, elle avait déjà le terrain, mais avec beaucoup d'usages potentiels dessus. Et elle a délibéré pour faire un espace naturel communal protégé. Alors, il n'y a pas plus de puissance réglementaire que ça, mais ça dénote d'une certaine volonté communale et mine de rien qui s'inscrit dans l'histoire de la commune et qui est difficile ensuite à changer d'usage. Et sinon, enfin, on utilise pas mal le droit d'usage qui permet aux collectivités de ne pas tout acquérir. Effectivement, on ne peut pas tout acquérir, mais avec ce prêt à usage, ça permet à la commune d'être en quelque sorte une sorte de locataire de ces espaces sur une durée qui est laissée libre, hein, entre les deux signataires, le propriétaire privé et la commune. Ça peut aller jusqu'à 20, 30, 40 ans. Nous, on en fait surtout entre 15 et 20 ans.
Et tout est écrit dedans, ça ne laisse pas le propriétaire parce qu'il peut continuer lui aussi à faire certains usages. Et tout est fixé dans un contrat notarié, ce qui fait que ça suit les ventes. Donc, c'est relativement stable comme système. Merci. Monsieur Burkhalter, un complément à apporter de votre côté? Attendez. Voilà, c'est bon. Oui, il y a une longue tradition d'acquisition foncière dans cette commune, puisque l'artificialisation des sols a été importante, au moins une centaine d'hectares au cours des 20 ou 30 dernières années, au moins une centaine d'hectares, donc ce qui est très important. En dernier lieu, cet espace naturel, le propriétaire a toujours la conviction que potentiellement son terrain est à construire. Donc, sa prétention initiale pour les derniers 6 hectares que nous avons achetés, c'est une société industrielle de Rouen, donc très loin de chez nous, mais qui avait un patrimoine textile important sur notre ville, estimait que c'est un espace qui pouvait être valorisé en urbain. Et donc, sa prétention était de l'ordre d'1 million d'euros. Ensuite 500 000, et puis nous sommes arrivés à un compromis à 70 000 euros pour 6 hectares, en prenant un engagement très précis. L'acte notarié, c'est une clause qui a été demandée par le vendeur, c'est assez rare, mais bon, ça grève un petit peu l'avenir, mais c'est normal, je comprends la prétention du propriétaire. Donc un article juridique prévoit la non-constructibilité de cet espace. Mais comme c'est une zone humide dont nous souhaitons protéger la biodiversité, mais le vendeur a souhaité, parce qu'il ne croyait pas la parole du maire, en fait. Donc, cette clause, nous l'avons mise volontiers, et puis donc l'Agence de l'eau a subventionné à 80% cette acquisition. Les autres acquisitions de cet espace sont bien antérieures, puisque nous avions établi un terrain de foot stabilisé, et puis des espaces, et puis on avait aussi préempté 2 ou 3 hectares, une sapinière autrefois, il y a quelques années. Le projet est vieux de 35 ans, pas le projet lui-même de parc urbain ni de plaine humide. Il y avait d'autres projets qui finalement se sont modifiés au fil du temps. Il s'agit d'un vieux projet qui a pu être mené à bien dans les années récentes, compte tenu de la bonne volonté du vendeur, avec lequel on n'avait pas souhaité aller à l'expropriation. Il n'y avait pas d'enjeu d'expropriation sur un tel espace. Merci beaucoup. Alors, il y a d'autres questions qui arrivent, mais on ne va pas pouvoir toutes les prendre. Je vais passer la parole à Madame Tufnel, si elle veut compléter ce sujet du rapport au foncier. Oui. Oui, merci. Oui, moi, ce que je voudrais dire, c'est vrai que la propriété du sol est en France majoritaire. La propriété privée, pardon, du sol est majoritaire. Et c'est vrai qu'on a besoin d'avoir une préoccupation maintenant qui est beaucoup plus collective pour protéger ces zones humides. Et donc, on l'a vu, hein, il y a eu quand même pas mal d'associations qui sont montées la parade. Ça a été trouvé de monter des associations volontaires de propriétaires, type les ASA ou ASCO, ou les associations aujourd'hui plutôt ce qu'on appelle foncières pastorales, qui sont des bons outils qui permettent de réunir les acteurs locaux, les agriculteurs, les propriétaires fonciers, pour la préservation de ces prairies naturelles et l'entretien. Parce que là, ce qu'on n'a pas parlé, c'est qu'on a besoin aussi d'avoir des prairies, des marais entretenus, pour justement tirer aussi des bénéfices économiques. Vous l'avez dit aussi, il y a des valeurs tellement importantes de ce foncier qu'on a besoin d'avoir une gestion qui soit organisée et partagée. Donc, c'est ça que je voulais dire. Et puis, vous l'avez dit tout à l'heure, quelqu'un en a parlé, des obligations réelles environnementales. C'est aussi un outil pour protéger de la biodiversité, des écosystèmes qui sont attachés aux biens et qui se transmettent de génération en génération. C'est par acte notarié, avec un gestionnaire, un propriétaire, etc. Moi, je trouve que ça, ce sont des servitudes, ce qu'on peut dire un peu plus conventionnelles, enfin, c'est une obligation réelle environnementale qui est adaptée à la préservation des zones humides, clairement. Et donc ça, je crois qu'il ne faut pas s'en priver et le proposer, à la fois aussi en tant qu'ORE compensation, parce que ça s'utilise beaucoup sur la compensation. Ça, c'est aussi une chose qui est importante à dire. Et puis, ce que je voulais dire, c'est que ce foncier, c'est le point central de la propriété foncière.
entre la maîtrise du foncier et sa gestion foncière, c'est vraiment le point crucial qu'il faut absolument traiter dans les années à venir. Moi, j'ai essayé en tant que parlementaire d'alléger la fiscalité attachée aux zones humides, en allégeant sur la TFNB attachée aux tourbières, aux zones humides, ou même diminuer le montant de l'imposition forfaitaire à partir du moment où il y avait des travaux qui étaient engagés par un propriétaire foncier pour encourager en fait l'entretien. Je l'ai reçu une fin de non-recevoir à l'Assemblée nationale, sauf sur la taxe, une taxe d'aménagement supplémentaire sur les tourbières qui a réussi à passer, à sauter l'an dernier. Mais aujourd'hui, il y a tout un processus de réflexion qu'il faut avoir sur le foncier sur ces zones humides qui méritent vraiment d'être préservées et de trouver des outils fiscaux et je pense fiscaux pour attirer et préserver ces terres et surtout attirer ceux qui seraient les acteurs locaux pour qu'ils les protègent actuellement. Voilà. Merci beaucoup. Eh bien, je vous garde encore 1 minute tous pour, avant de se quitter, vous informer qu'il y a 2 autres webconférences à venir à destination des élus, une organisée par Amorce, séminaire pour les nouveaux élus, l'essentiel à savoir pour réussir son mandat, le 5 novembre prochain, et puis Repenser la nature en ville, des solutions durables pour mon territoire, où on parlera, organisé par une de mes collègues, où il sera sujet d'accueillir l'eau, notamment la pluie, en ville. Et puis en bas, tout un programme pour les techniciens et agents sur le centre de ressources zones humides. Je vais juste vous proposer un petit sondage pour ceux que ça dit de jouer à répondre. Et puis, pendant ce temps-là, je tiens à remercier vivement nos 5 intervenants qui ont accepté de prendre du temps pour préparer cette intervention, du temps ce matin pour être avec nous. C'était très riche et j'en suis vraiment ravi. Merci beaucoup. Je remercie aussi l'Office français de la biodiversité pour son soutien financier, sans qui on n'aurait pas pu organiser cet événement. Et puis, je remercie les pôles relais zones humides, et en particulier le pôle relais Lagune méditerranéenne, en la personne de Katia, pour leur aide dynamique et motivée pour organiser cet événement. Et puis enfin, bien sûr, je remercie les participants qui, eux aussi, ont joué le jeu de se connecter et de rester attentifs pendant 1h30. Merci beaucoup. N'hésitez pas à nous envoyer à m'envoyer un retour par mail s'il y a des choses que vous auriez souhaité voir traiter autrement. Il y avait d'autres questions qu'on n'a pas eu le temps de traiter, j'en suis désolé, mais bon, c'est le jeu du créneau d'1h30. Et puis voilà, je vous souhaite à tous une très bonne journée. Je reviendrai rapidement vers vous avec des compléments par mail.